Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ruben et aujourd'hui je vais me présenter d'une page à l'autre. D'une page à l'autre est un rendez-vous mensuel où chaque mois je vais présenter un livre et son auteur. Et aujourd'hui on reçoit Laurent Safou avec son livre Fadia et le chemin de la rivière. C'est déjà son troisième ouvrage avec Comme un million de papillons noirs et le chemin de Jada et elle va nous en lire un extrait. Là-bas, entre le désert du Mali et le fleuve de la Mauritanie, il y a une chanson que seule connaît l'Afrique. Un chant que l'on entend chaque jour si le vent ne souffle pas trop fort. L'entends-tu? Le bruit de petits grelots, de bracelets dorés, le froissement de longues robes drapées, et les chœurs de leurs voix harmonieuses. Tel est le chant des Lumineuses, un groupe de femmes aux bracelets à grelots et aux longues tuniques dorées. Leurs turbans noués et colorés couronnent leur tête, et le soleil baigne le marron de leur peau foncée, tandis qu'elles parcourent le continent sur leurs fidèles chameaux. On dit qu'au fil de leur voyage, elles apportent de l'aide à celui ou celle qui le demande. Fadia était la plus jeune des Lumineuses. À 9 ans, elle savait repérer son chemin grâce aux étoiles et lire l'avenir dans les osselets. Mais ce n'était pas assez. Pour avoir l'honneur de porter une tunique dorée, elle devait prouver qu'elle était digne des Lumineuses. Un soir, alors qu'elles installaient leur tente au bord de la rivière, Fadia se confia à sa mère. « Maman, quand est-ce que j'aurai ma robe dorée moi aussi ?» Eh bien, si tu rencontres quelqu'un qui a le cœur lourd, et qu'avec ton aide, il repart le cœur léger, tu auras ta tunique dorée. Mais quand nous arrivons dans un village, c'est toujours vous que les gens viennent voir. Personne ne demande l'aide d'une enfant. Eh bien, peut-être que tu ne devrais pas attendre que l'on vienne à toi. Peut-être reste à toi d'aller chercher qui tu peux aider. Fadia réfléchit à ces paroles. Il était plus facile de rencontrer des villageois au bord des fleuves que dans le désert. Peut-être qu'en longeant la berge de main, elle tomberait sur quelqu'un dans le besoin. Le lendemain, Fadia se réveilla à l'aube et remonta la rivière. Les premiers rayons du soleil répandirent le parfum des fleurs et des feuillages, tandis qu'elle dégustait sa mangue en marchant. Avec son petit sac magique, il lui était possible d'en sortir tout ce dont elle avait besoin. Espérons seulement que cela suffirait. Après plus d'une heure de marche, Fadia rencontra deux pêcheurs, qui examinaient leurs bateaux brisés et leurs filets percés. Étrangement, des instruments de musique gisaient à leurs pieds. Voyant leur mine attristée, la petite fille s'approcha d'eux pour voir ce qui leur arrivait. « Akan, qu'est-ce que l'on va faire ? Cela fait déjà 3 jours que nous n'avons rien pu pêcher. Si ça continue, on n'aura plus rien à manger. Je sais, Ibrahim, mais tu vois bien que nous avons tout essayé, non ? Excusez-moi. Les deux hommes se retournèrent. Mais qu'est-ce qu'une petite fille comme toi fait là toute seule ? Je m'appelle Fadia et je suis une fille de Lumineuse. J'ai remarqué vos barques brisées et vos filets percés. Peut-être que je peux vous aider ? Les pêcheurs échangèrent un regard hésitant. Ce n'était qu'une enfant, mais après tant d'échecs, ils n'avaient rien à perdre à lui demander son aide et sa magie. Eh bien voilà, nous venons souvent pêcher ici, mais il y a 2 jours, la déesse de la rivière nous est apparue. Elle dit qu'avec nos filets, nous lui avons volé son instrument de musique, et que tant que nous ne l'aurons pas rendu, nous ne pourrons plus pêcher ni naviguer. Nous avons cherché dans tout le village cet objet, sans jamais le trouver. Alors, nous lui avons fabriqué tous les instruments que nous connaissions, mais rien à faire. La déesse nous refuse son pardon. Mais quel est cet instrument ? Ah, ça nous l'ignorons. Elle dit que c'est un instrument unique qui accompagne le chant de la rivière et dont elle seule connaît l'air.
Nous n'avons pas osé lui demander plus de détails, de peur qu'elle nous change en bétail. C'est un vrai casse-tête. Comment peut-on trouver ce qu'on ne connaît pas? Fadia esquissa un sourire. Elle savait que les humains avaient souvent des difficultés, mais n'aurait jamais pensé que sa première mission la conduirait à une déesse aussi fâchée. D'accord, laissez-moi essayer. Fadia dépassa les pêcheurs, enjamba leurs instruments cassés et leurs filets troués, et se présenta au bord de la rivière. Ô déesse de la rivière, toi dont le bleu est plus foncé que la mer, entends-tu l'appel de ma voix? C'est moi, la petite Fadia, fille de Lumineuse. Aussitôt, un tourbillon troubla les flots, et la déesse sortit du fond de l'eau. Elle était magnifique. Sa peau était aussi lisse et foncée que les pierres rocheuses, et ses cheveux coulaient le long de son dos en de longues vagues. Les sourcils froncés et le nez pincé, elle avança vers Fadia, visiblement vexée. « Fille de Lumineuse, que veux-tu de moi? Je ne suis pas de bonne humeur, ne le vois-tu pas ?» Bonjour, déesse de la rivière. Ces pêcheurs m'ont dit que vous recherchiez un instrument, mais ils ignorent à quoi il ressemble. J'aimerais vous aider, en le fabriquant pour vous. Quoi? Tu saurais faire cela? Oui, avec votre aide et ma magie, je vais y arriver. La déesse croisa les bras et hésita. Elle grimaça un instant, puis vint s'asseoir sur le gros rocher près de Fadia. C'est d'accord, voyons de quoi tu es capable. Construis-moi cet instrument, que je puisse reprendre mon chant. Alors, Fadia lui sourit et ouvrit son sac magique. Dites-moi, déesse de la rivière, à quoi ressemble cet instrument? Mon bel instrument ressemble à 2 cloches en bois, collées l'une contre l'autre. Alors, Fadia sortit de son sac magique 2 grosses calebasses. Elle les colla l'une contre l'autre et demanda « Un peu comme ça ?»« C'est plus petit que ça. » Alors Fadia fit rétrécir les 2 cloches en bois, comme celles de la gogo, et lui demanda « Et comment est le son de cet instrument ?»« Il est comme celui de l'eau qui s'écoule dans le ruisseau, tel de tout petits grelots. » Alors Fadia retira 2 de ses bracelets à grelots. Elle accrocha chacun d'eux à l'intérieur de chaque cloche en bois. Est-ce qu'il y avait des dessins sur le bois? Oui, comme les ondulations des vagues sous les vents les plus froids. Alors Fadia sortit un pinceau de son sac magique et dessina sur les bords de chaque cloche les vagues de la rivière. Son travail fini, elle contempla l'objet. « Oh, c'est un kunda! Tu as réussi, fille de Lumineuse. Voilà l'objet qui accompagne toutes mes chansons au fil des saisons, comme un hocher au doux son. » Fadia lui tendit l'instrument et la déesse le récupéra. La joie fit pâlir sa peau de 1000 reflets. « Merci, Fadia. Merci pour ton aide précieuse. Dorénavant, je saurai qui sont les lumineuses. » De retour au campement, Fadia raconta aux lumineuses son aventure. Sa mère écouta chaque détail de son histoire, comme toute l'assemblée. Quand elle acheva son récit, la petite fille les vit toutes sourire. La chef des lumineuses se leva et s'exclama. « Bravo, Fadia! Non seulement tu as aidé ces pêcheurs, mais tu as aussi apaisé la rivière. Tu mérites amplement ta tunique dorée. » Fadia avança vers elle et accepta le magnifique tissu doré que lui tendit la chef. Ce soir, sa mère lui confectionnera sa robe pour qu'elle puisse la porter dès le lendemain. La petite Fadia, elle, rêvait déjà de ses prochaines aventures. Et voilà.
Bonjour Laura, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venue. Si ça vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions sur le livre et votre vie d'autrice. Alors, en lisant le livre, j'ai fait le rapprochement. Est-ce que la déesse de la rivière est en fait Mami Wata? Bonjour Ruben, donc avec plaisir pour répondre à tes questions. La déesse de la rivière, en fait, alors elle est en partie inspirée effectivement de Mamiwata, mais pas que, parce qu'il y a d'autres déités un peu moins connues qui sont des divinités de l'eau, notamment Chikambisi, qui a la particularité d'être une déité de l'eau venant de Pointe-Noire, au Congo, à Brazzaville, et pays dont je suis originaire en partie. Et donc voilà, j'ai voulu m'inspirer un petit peu de... J'aime bien faire des mix en fait de divinités africaines pour créer des personnages. Donc là, c'était l'occasion de créer un petit peu une déesse qui soit un peu proche voilà, de ces divinités-là. J'aimerais savoir d'où viennent les lumineuses parce que on sait qu'elles voyagent beaucoup, mais on ne sait pas si elles ont d'endroits précis ou d'où elles viennent. Euh, je n'ai pas voulu justement dire d'où viennent les lumineuses parce que j'aime l'idée en fait que ce soit juste un groupe nomade qui justement n'a pas d'attache et donc qui dans une dimension très voilà très panafricaine finalement comment dire euh, a cette facilité finalement à se lier aux gens, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quel que soit voilà l'endroit où elles vont. Donc non, je n'ai pas de destination ou de les lumineuses n'ont pas forcément un endroit précis d'où elles viennent et c'est ce qui fait tout leur mystère finalement. C'est ce qui fait tout aussi tout aussi leur magie. Y a-t-il des hommes faisant partie de lumineuses ou c'est seulement un groupe de femmes? Alors oui, le groupe des Lumineuses, c'est seulement un groupe de femmes. Et là aussi, c'était une, euh, une démarche féministe de ma part de vouloir proposer justement un groupe en fait de nomades qui soient autonomes et surtout avec cette envie de casser un peu cette image de on est vulnérable en fait quand on est une jeune femme qui voyage seule. Là, en fait, justement, il y a quelque chose de très puissant, outre leur pouvoir magique, à montrer un groupe de femmes de différents âges qui traversent justement tout un continent et qui fait finalement presque village, en fait. Donc sans hommes forcément pour les aider, tout simplement. J'aimerais savoir quelle est l'origine de l'instrument de la déesse, le kunda. Très bonne question pour le Kunda. Alors le Kunda en fait vient du peuple Vili, qui est donc une des ethnies du Congo, et c'est un instrument qui est en voie de disparition malheureusement. Il est souvent, il accompagne souvent pas mal de cérémonies et dans le royaume en fait, dans les royaumes qui existaient avant la colonisation, dans le bassin du Congo tout simplement. C'était un, c'était un objet qui était très utilisé dans plein de cas, que ce soit des célébrations, des choses comme ça, ou des rituels ou autres. C'est toujours le cas un peu aujourd'hui, mais c'était important pour moi de mettre en avant un instrument de musique voilà, qui est en voie de disparition et, donc voilà, qui aussi me rappelle ma propre famille. Bien, merci beaucoup. Je ne savais pas, je viens d'apprendre quelque chose. Eh bien, j'aurais aussi vous poser la question de s'il y a d'autres enfants chez les lumineuses. Hum, Comment dire, il y a d'autres enfants parmi les Lumineuses. Si vous justement vous écoutez l'album audio Les Lumineuses, dont l'histoire de Fadia est issue, Fadia a d'autres amis en fait de son âge dans le groupe de Lumineuses. D'accord. J'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée de l'histoire du livre. Hum, L'histoire du livre, en fait, m'est venue vraiment de pas mal de choses. Déjà parce que j'écris des romans, donc j'écris une saga qui s'inspire justement des mythes et des croyances d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et que depuis plusieurs années, j'ai écrit sur ces thèmes-là, mais pour des adultes. Donc les livres ne sont pas encore sortis, mais du coup, il y avait un petit peu cette volonté de proposer un petit peu le même univers, mais à hauteur d'enfant.
Et donc, c'est ce qui m'a poussé finalement à créer les Lumineuses, qui sont très proches de d'autres personnages que j'ai créés dans cette saga, et qui, du coup, voilà, vivaient plusieurs aventures. Donc, quand j'ai travaillé avec les éditions Luni, c'était pour le projet de 12 histoires. Donc, c'est pour ça que il y a des histoires avec Fadia, comme ici, dans Fadia et le chant de la rivière, euh, qui a été, du coup, inspiré, comme je disais, par ces fameuses divinités de l'eau que je connaissais un petit peu, et cette volonté de mettre en avant un instrument en voie de disparition. Mais il y a aussi d'autres aventures que Fadia vit. Il y a des aventures aussi qui sont vécues par sa mère Aïssa. Il y a des aventures qui sont vécues par la chef des Lumineuses, qui s'appelle la prêtresse Mira. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça qui m'a amené à écrire cette histoire. Et j'espère que du coup, ça poussera les gens peut-être à écouter du coup les autres histoires audio qui offrent cet univers. D'accord, bah merci. J'ai beaucoup aimé le livre que je conseille à ceux qui nous regardent. Je pense que j'irai voir le livre audio des éditions Luni, je crois. Et j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez d'autres projets ou d'écriture? J'ai pas mal de projets en cours, j'en ai un peu beaucoup. J'ai un autre livre pour enfants qui sortira chez Cambourakis et qui va traiter d'un sujet assez sensible, mais qui me semble important à discuter avec les enfants, tout simplement. Je travaille aussi sur deux projets de bande dessinée qui vont sortir l'année prochaine, des romans également qui sont destinés aux ados. Et puis euh, aussi d'autres projets audio un petit peu voilà, c'est un petit mix de plein de projets, donc tout est déjà en fait un peu en route. Ça sortira soit en 2021 soit en 2022, mais en tout cas ça va je pense que ça va un peu s'enchaîner en fait cette fois-ci mes publications. En fait, j'ai deux de vos ouvrages comme Un million de papillons noirs et Fadia, le chant de la rivière. Et j'ai entendu dire que le chemin de Jada peut être porté sur le colorisme. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors le colorisme, en fait, c'est une hiérarchisation en fait qui est faite entre les peaux plus foncées par rapport aux peaux les plus claires. C'est-à-dire que les peaux claires sont valorisées par rapport aux peaux plus foncées. C'est ce qui participe à une stigmatisation en fait des personnes ayant la peau foncée, notamment par des moqueries comme genre t'es tellement noir qu'on ne te voit pas dans la nuit, ou cette idée que quelqu'un serait moins beau parce que justement sa carnation est très foncée, etc. Et donc c'est un thème, voilà, c'est un thème, c'est une discrimination qui est pas souvent, qui est très présente, mais que les gens ne savent pas forcément toujours nommer. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de faire le chemin de Djada sur ce thème-là, parce que des enfants très jeunes en sont victimes et en sont conscients. J'ai vraiment eu l'occasion de parler avec des enfants de 3 4 ans qui ont acheté le livre parce qu'ils ont senti que ils faisaient l'objet de cette différence de traitement, en fait. Euh, et que voilà, Jada, en fait, était un peu comme eux, au fond, que sa beauté ne résidait pas justement dans le regard coloriste des gens, mais bien dans ce qu'ils étaient et dans ce qu'ils sont, en fait, au quotidien. J'aimerais savoir comment et quand vous avez commencé à devenir autrice. Ah, c'est une très bonne question. Je sais pas, je sais pas dire quand je suis devenue écrivaine. Je sais pas si en fait il faut forcément prendre la première publication. Mais si je dois me baser sur mon premier livre publié, donc j'avais 16 ans. Du coup, est-ce que je peux dire que je suis écrivaine depuis mes 16 ans? Je sais pas. Mais j'ai commencé en tout cas vraiment à en faire mon activité euh, à part entière à partir de la publication de Camion de Papillon Noir en 2018. Donc ça fait du coup ouais, ça fait du coup 2 3 ans, voilà, 2 3 ans, quelque chose comme ça. Et comment je suis devenue écrivaine? Bah, c'est un concours de circonstances, honnêtement, puisque j'ai toujours écrit et j'ai toujours été passionnée de littérature et d'écriture, etc. Mais je ne me suis jamais projetée comme étant écrivaine parce que je ne voyais pas d'autres autrices comme moi ou qui parlaient de thèmes que je voulais aborder également. Et finalement, en fait, c'est le fait d'avoir croisé sur ma route euh,
des gens qui étaient intéressés par mes textes sur Internet ou mes autres histoires sur Internet ou des choses comme ça, qui a fait que j'ai rencontré en fait mes premiers éditeurs et éditrices. Pareil pour mon roman À main nue, je n'avais pas l'intention de l'envoyer, c'est des amis qui m'ont poussé à l'envoyer à une maison d'édition parce qu'ils m'ont dit il faut que tu essayes, il faut que tu continues de persévérer et d'essayer. Et moi j'étais fatiguée d'essayer. Donc c'est comme ça que j'ai pu néanmoins rencontrer une de mes premières éditrices qui a changé ma manière d'écrire en fait et qui m'a aidé en fait à perfectionner en fait l'écrivaine que je suis aujourd'hui. Donc c'est comme donc voilà c'est vraiment un ensemble de rencontres finalement qui m'ont amené à avoir cette carrière d'écrivaine et voilà aujourd'hui c'est un peu avoir atteint son rêve sans avoir trop espéré y arriver un jour, quoi. J'aimerais aussi savoir quel est votre rapport à l'écriture et à la lecture. Mon rapport à la lecture et à l'écriture est venu très tard, je pense. Est venu très tard, dans le sens où, contrairement à ce que l'on peut penser, moi, j'aimais l'écriture en fait avant d'aimer la lecture. Je n'aimais pas lire plus jeune. Je n'aimais pas lire du tout. Je préférais écrire parce que c'est ce qui me permettait de créer des histoires, des personnages et de créer en fait tout un monde. Mais je n'aimais pas forcément. J'avais pas d'auteur préféré. J'ai pas lu les Harry Potter. Donc, j'étais pas très intéressée par la lecture. C'est venu beaucoup plus tard. C'est venu avec mes études, surtout avec les livres qu'on nous force à lire en classe, etc. Que là, en fait, j'ai apprécié la lecture. Pourquoi? Parce que certains professeurs nous donnaient la possibilité de critiquer, commenter, discuter la vision de certains livres. Et ça, c'est ça qui m'a intéressé en fait. Le fait de pouvoir analyser la littérature, d'analyser ce que je lisais, de pouvoir débattre dessus et pas juste de recevoir et juste voilà de lire voilà c'était pas forcément un loisir pour moi aujourd'hui du coup mon rapport à la lecture il est quand même plus dans le fait de m'informer, de nourrir mes connaissances. Il y a quelque chose de très... j'ai encore un rapport très académique, je pense, à la lecture. Pour que ce soit du loisir, c'est vraiment limité à quelques auteurs et autrices que j'adore, quoi. Euh, donc voilà. Mais pour l'écriture, ça a toujours été là. L'écriture, mon rapport à l'écriture, il est vital. Il est... comment dire? Ouais, il est... en fait, il fait vraiment partie de moi, en fait. Je ne peux pas ne pas écrire. J'ai toujours écrit, depuis très jeune. Je pense que c'est pour ça que ça restera longtemps, en fait. Je pense que c'est pour ça que ça restera longtemps. C'est que euh, c'est pas une activité, c'est pas un hobby, c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui doit sortir la plupart du temps. Donc parfois j'aimerais justement ne pas avoir à écrire parce que je suis fatiguée d'avoir 100 000 idées. Mais bon, on va pas se plaindre d'avoir de l'inspiration pour le moment. Voilà, donc merci beaucoup Ruben pour ces questions. J'espère avoir répondu en long et en large à tes interrogations. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup Laura, merci d'être venue, merci pour ces réponses. Grâce à ces réponses, je pense que ça peut donner envie aux gens qui ne lisent pas beaucoup, mais qui ont envie d'écrire des livres, de devenir auteur ou autrice comme vous. En tout cas, c'est la fin de cette émission d'une page à l'autre. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je fais de gros bisous et je dis à bientôt.